100% foot, une émission spéciale justement sur l'équipe de France qui se prépare pour l'Euro 2024. Et donc avec moi sur ce plateau, nous avons Camille. Comment tu vas ? Eh ben ça va très bien. À côté de toi justement, il y a ton compère, donc Tom. Ça va nickel, moi. Au taquet aussi, j'imagine. Parfait. De l'autre côté de la table, nous avons donc Melvin. Comment ça se passe pour toi ? Ça va très bien, excité avant cet Euro, ça démarre dans une semaine, donc on est au taquet. Et juste aussi à côté de toi, moi aussi au top. La forme avec à fond impatience. pour cet Euro justement qui débute donc le 15. Donc dans cette émission, nous allons faire un mini débrief donc sur le match de l'équipe de France face au Luxembourg, donc à Metz. Et nous allons enchaîner avec 5 points que vous avez justement retenus et qui vous semblaient importants par rapport soit à cette sélection, à cette liste, ou même sur des joueurs en particulier. Et nous allons ensuite donc continuer sur une petite preview, on va dire, du Canada, donc sur le prochain match amical, donc ce dimanche, avec aussi la liste des matchs amicaux pour des adversaires de l'équipe de France pour cet Euro. Donc nous allons commencer justement pour vous, donc toi de ton côté justement Camille, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu as retenu justement de ce match face au Luxembourg ? Moi, de ce match contre Luxembourg, j'ai retenu tout d'abord l'essentiel, c'est-à-dire la victoire. 3-0, c'est un score assez positif pour l'équipe de France qui a quand même dominé dans l'ensemble. Moi, ce que je retiens vraiment de ce match, c'est la domination du milieu de terrain. Le trio Kanté, Fofana, Griezmann, je trouve, a très bien fonctionné. Était très agressif sur les porteurs du ballon. Et ça fait que l'équipe de France a pu se projeter très rapidement vers l'avant avec du coup 3 buts. Ce qui fait un bon résultat pour l'équipe de France. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas précisé comme dans le début de l'intro, l'équipe de France s'est imposée comme 3-0 avec donc des buts de Colomoni, un magnifique but de Jonathan Klaus qui finit sur la barre et qui rentre d'une grosse frappe. Et donc de Kylian Mbappé à la 85e. Et toi justement Melvin, qu'est-ce que tu en as retenu à peu près de ce match ? Déjà, ça faisait plaisir d'avoir l'équipe de France. Ouais. La compétition va bientôt démarrer, donc c'était un match tranquille pour l'équipe de France qui s'est imposée assez sûr de ses forces. Elle a pris un peu confiance. On a vu des joueurs qui n'étaient pas forcément bien au club qui ont bien joué. Donc un bon match. On démarre de la meilleure des manières. Oui, c'est ça. Puis c'était un match, ils ont fait une grosse prépa physique. Ouais. Et toi de ton côté, donc Tom, est-ce que tu as des tops ou des flops, des joueurs que tu as apprécié revoir sous ce maillot ? Ouais, top et flop, c'est un peu gros justement pour un match amical entre guillemets contre le Luxembourg. Mais oui, il y a des choses que j'ai bien aimées. Faut souligner quand même l'entrée de Jonathan Klaus qui est rentré latéral gauche, qui n'est pas son poste d'habitude et qui à Marseille joue plutôt sur le côté droit. Mais là, il a montré à Deschamps qu'il était capable de pouvoir s'adapter. Puis il finit cette mi-temps avec un très beau but, donc c'est bien pour lui. Mais aussi, j'ai bien aimé le match de Kanté, qui même si, je l'ai déjà dit, mais c'était entre guillemets que contre le Luxembourg, c'est toujours le même. Il est toujours aussi important dans la récupération, il est toujours propre. Il n'y a pas de ballon, il y a toujours des belles passes qui sont trouvées vers l'avant. Donc franchement, je l'ai trouvé intéressant. Et sur les joueurs que j'ai trouvé un peu moins bien, c'est un peu mes habitués. Marcus Thuram, avec qui j'ai toujours du mal devant, qui justement sur un match comme ça, pour moi, devrait montrer plus, devrait être décisif en marquant des buts, en faisant des passes décisives, en faisant jouer les autres aussi. Et j'ai toujours du mal dans ce registre de numéro 9. Et sur le plan défensif, Koundé, qui pareil, à ce poste de latéral droit, même si au Barça on est plus habitué à le voir dans l'axe, devrait pour moi apporter plus sur le plan offensif, à l'image justement d'un Klaus qui a beaucoup apporté selon moi sur son côté gauche en deuxième mi-temps. Donc je suis resté un peu sur ma faim avec ces deux joueurs-là. Pareil de ton côté, Ulysse, quel joueur à peu près tu as retenu sur ce match ? Moi justement, j'ai pas trop retenu des joueurs parce que sur un match où on gagne 3-0 face au Luxembourg, c'est un peu compliqué. J'ai plus retenu moi de mon côté les supporters. J'ai trouvé que le stade Saint-Symphorien était très, 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 très calme et très silencieux. Donc voilà, c'est le seul flop que j'ai retenu et encore. Ouais, sur une ambiance. Pourtant, c'est assez sévère. Eux qui n'ont pas l'habitude justement d'avoir des matchs de l'équipe de France. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça un peu calme. Et du côté de mes tops, par contre, forcément, j'ai mis Mbappé. Je ne vais pas trop en dire parce que je reviendrai dessus juste après, mais il a fait une grosse performance. Et franchement, c'est rassurant à quelques semaines de l'Euro, enfin quelques jours même maintenant. Et sinon, j'aimerais rajouter aussi un mot sur Colomani. Colomani, parce qu'on voit ses performances au PSG et en équipe de France, il y a un monde d'écart entre les deux. Donc, quand tu fais une bonne performance, j'aimerais bien le souligner. Donc, voilà, mes deux tops. Ça marche. On peut commencer justement, on va dire, sur nos points qui vous ont tenu justement à cœur. Donc, je vais commencer avec toi, Melvin. Donc, toi, tu voulais parler du retour de Kanté, donc l'enfant prodige. Et oui, c'est la bonne nouvelle de ce début de rassemblement. La surprise aussi de Didier Deschamps, Kanté qui évolue désormais en Arabie Saoudite et qui rejoint depuis une petite semaine l'équipe de France, le groupe. Et on a vu sur ce premier match qu'il n'avait rien perdu, ses qualités de récupérateur, comme le disait Tom, son volume de jeu.
Et puis son sourire fait du bien à l'équipe de France. On a vu avec Konaté, avec ses compères dans les médias qui ont souligné le fait qu'il était important en équipe de France. Maintenant, quand tu es en équipe de France, c'est bien, mais alors pour quelle place dans l'équipe? Ça, j'aimerais bien voir, parce on a Tchouaméni, on rappelle, qui était blessé sur ce match-là face au Luxembourg et qui sera encore blessé face au Canada. Donc à voir quel rôle ils vont avoir. Est-ce qu'il va être titulaire? Est-ce qu'il va être remplaçant? Selon l'état de forme de Tchouaméni. Moi, j'aimerais d'abord vous poser la question, est-ce que vous mettriez d'abord Tchouaméni, vous prendriez ce risque, sachant qu'on ne connaît pas encore son état de forme, ou bien vous mettriez Kanté en sentinelle de l'équipe de France? Camille, qu'est-ce que tu mettrais, toi, à la place de Deschamps? Moi, je partirais plus de l'avis de mettre Kanté titulaire en sentinelle, parce que tout simplement, comme tu l'as dit, Tchouaméni est blessé, et il faut pas qu'il se reblesse dès son premier match, notamment avec le match qui arrive face au Canada. Ce serait dommage de le perdre à quelques jours de l'Euro. Donc de mon côté, si j'étais Didier Deschamps, je mettrais N'Golo Kanté titulaire. Dès le premier match. Dès le premier Après, il match. faut préciser aussi du coup que on sait que sous le système de Deschamps, donc Griezmann joue 8 avec généralement un Rabiot. Et donc c'est Tchouaméni qui était en 6. Donc là, ça va être à voir qui va être titulaire justement derrière. Et c'est peut-être son retour. Je sais pas toi justement, Tom, qu'est-ce que t'en penses? Ben, pour moi, dans ce milieu de terrain, c'est assez dur de faire un choix parce qu'il y a des joueurs qui sont entre guillemets indétrônables. Je pense à Griezmann, on peut pas l'enlever. C'est ça. Rabiot, sur toutes ses performances en équipe de France, pour moi, on peut pas l'enlever, même si là, il était laissé au repos. Donc ça fait déjà, dans le système de Deschamps, ça fait déjà 2 joueurs sur 3. À voir pour le troisième, moi, c'est pareil. Je pense que je mettrais Kanté du moins pour les premiers matchs parce que je pense que Kanté, il déçoit jamais. Pour moi, ce sera toujours le même joueur. Il fera toujours ses matchs, toujours ses performances. Et après, il y a tellement de joueurs au milieu de terrain. Là, on parlera de Zaïre Emery après. Du coup, on a Tchouaméni, on l'a abordé. Il y a Fofana aussi qu'on n'a pas parlé, mais qui a fait un bon match pour moi contre le Luxembourg et qui ne démérite pas sa sélection. Mais voilà, donc pour moi, mon milieu de terrain, ça serait, du moins pour le début de l'Euro, un Rabiot Kanté avec Griezmann un peu plus haut. Même à voir, pareil, sur le profil des joueurs, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, justement, Ulysse? Si un Fofana en 6, c'est bien, parce que lui, il a l'habitude de jouer un peu plus haut, justement, avec Monaco. Donc là, ça va jouer aussi sur le retour de Tchouaméni. Qu'est-ce que tu en penses, de ton côté? Moi, pareil, je resterai plus dans la position d'Eya. Pareil, je changerai pas trop. Parce que pour moi, mettre un Tchouaméni qui revient de blessure, il sera en gros manque de rythme. Donc, pareil, je laisserai Kanté, Rabiot à voir. Et Griezmann, pareil, indéboulonnable. Donc, je pense que ça va être pareil. Et du côté de Zaïre Emery, je pense qu'il est un peu jeune pour attaquer une grosse compétition majeure avec la France comme ça. Du coup, pour l'instant, je laisserai le même milieu que les gars. Je vais pas trop changer. Puis il y a Kamavinga aussi, on n'a même pas abordé. Oui, c'est vrai, Kamavinga, mais c'est vrai, il y a Kamavinga qui est là. Donc, Parce Ouais. que là, il venait tout juste d'arriver avec le groupe de l'équipe de France, Ouais. parce qu'il Ouais. forcément, il est champion d'Europe, Ouais. avec la Ligue des Champions, en gagnant la Ligue des Champions. Je voulais rajouter quelque chose, toi, justement, Melvin? Bah ouais, moi ça m'étonne qu'en sentinelle vous mettiez directement Kanté. Alors on a vu sur ce match du Luxembourg, mais rappelons que c'était le Luxembourg, qu'il avait une bonne condition physique. Et moi j'avais quand même des doutes quant à sa capacité à enchaîner tous les matchs à l'Euro. Tchouaméni, je pense qu'il reviendra à terme titulaire en équipe de France. Pour le premier match, peut-être mettre Kanté, parce qu'on l'a vu qu'il était en forme sur ses matchs amicaux. On n'a pas encore de certitude avec Tchouaméni. Et je pense que sur les gros matchs, moi, Tchouaméni devrait s'installer. Et puis au-delà de ça, dans la vie de groupe, je pense que ce sera plus facile de mettre un N'Golo Kanté sur le banc qu'un Tchouaméni. Et N'Golo Kanté, on sait, il a été pris aussi pour ne pas apporter de soucis à Deschamps. On l'a beaucoup souligné dans les médias. Et pour moi, Kanté, son rôle dans le groupe sera aussi important en tant que remplaçant. Alors que Tchouaméni, pour moi, son poste dans le groupe, c'est plus titulaire. Ouais. Et pour moi, il va vraiment revenir en 6, quoi. On verra bien, de toute façon, hein, sur les formes physiques de chacun. Ça va être clairement ça aussi qui va faire la part des choses. Donc là aussi, on va donc continuer sur notre débat justement sur le cas Mbappé, donc justement qui attire tous les regards avec son annonce enfin officielle, on va dire, au Real Madrid en ce début de semaine. Et justement, c'est avec toi, Ulysse, c'est toi, Ulysse, qui voulait en parler directement. Ouais, c'est ça. Bah, forcément, comme partout où il passe maintenant, il attire les regards sont tous orientés vers lui. Mais encore plus, du coup, ces derniers temps, avec, comme tu l'as dit, son feuilleton au Real, la signature ou pas, on savait pas trop. Au final, c'est officiel. Mais en tout cas, le capitaine des Bleus, il a sorti une performance plutôt très rassurante sur le terrain. Il a disputé l'intégralité du match. On pouvait avoir des doutes concernant ça, parce qu'on sait, avec la fin de saison, son instance de départ, il jouait plus trop au PSG, c'était plus trop régulé son temps de jeu. Donc voilà, et en plus de ça, il avait été vu un peu réduit physiquement pendant la mini prépa des Bleus à Clairefontaine avant les matchs. Donc voilà, c'est bien de le voir rassurant physiquement, mais pas seulement, parce que sur le plan technique, comme très souvent, il a été très bon, voire excellent, avec forcément une feuille de statistiques très très bien soignée, avec 2 passes décisives et 1 but.
Un but qui vient d'ailleurs de la première passe décisive de Barcola qui venait de rentrer en jeu et qui honorait sa première sélection. Donc franchement, ça c'est très bien pour le mettre en jambes et en confiance directement pour cet Euro. Et puis après, Mbappé, on a également pu le voir hyper actif dans le jeu, dans l'axe du terrain, sur le côté offensif français, mais aussi sur le côté gauche, il a été très percutant. Il a fait des grosses différences contre des défenseurs, certes, vraiment un cran en dessous en niveau par rapport à lui. Mais il a aussi assumé très très bien son rôle de capitaine. Il a été très vocal sur le terrain, mais aussi en dehors, parce qu'on l'a vu pendant la conf de presse avant le match face au Luxembourg. Il a directement tenu à mettre à l'écart le sujet de son transfert au Real Madrid, avec un petit discours aux journalistes très, très succinct mais très clair, comme quoi il était très fier et très heureux. Forcément, c'est un rêve pour lui qui se réalise de signer là-bas dans un aussi grand club que le Real. Donc voilà, il était très fier et surtout qu'il se sentait soulagé et libéré de ça. Donc c'est assez important pour son état mental et comment il va aborder cet Euro de son côté. Et donc voilà, c'est un sujet qu'il évitera pendant cette période internationale pour respecter le plus possible son rôle de capitaine de l'équipe de France et pas de joueur du Real Madrid. Et franchement, ça, pour tous les Français, on peut s'en réjouir. Et puis mine de rien, il a quand même une revanche à prendre, parce qu'on sait comment ça s'est fini au dernier Euro, du coup pas le 2020 mais 2021 face à la Suisse, avec son penalty justement, son tir au but raté. Donc à voir comment ça va se passer, et surtout avec quel dispositif. Donc là on passe justement au prochain point. Donc c'est avec toi justement Melvin directement, qui va être titulaire en attaque avec les Bleus. Est-ce que ça va être un Kolo Muani, est-ce que ça va être un Thuram, un Giroud? Comment ça va se passer autour de lui, d'après toi? A priori, on partirait sur une attaque avec Kylian Mbappé à gauche, donc comme contre le Luxembourg, Thuram dans l'axe et Ousmane Dembélé à droite. Alors c'est ce qu'on annonce, mais on a bien vu que sur ce match, c'était pas forcément aussi évident. Alors sur ce match-là, Ousmane Dembélé a précisé qu'il était malade, il avait une rhinopharyngite, donc c'est pour ça qu'on l'a pas vu sur le terrain. Mais donc l'attaque qui se dessine selon Deschamps, ce serait plutôt Mbappé à gauche, Thuram et Dembélé à droite. Alors moi j'émets quand même des doutes quant à cette attaque, parce que pour moi Thuram, comme le disait Tom tout à l'heure, il n'a pas forcément fait bonne impression face au Luxembourg. On pourrait voir un autre profil comme Giroud qui titulaire à sa place. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais peut-être faire un tour de table sur vous. C'est surtout ça la question, c'est est-ce que Giroud va être titulaire, parce qu'il y a une grande chance que ce soit quand même Dembélé et Mbappé sur les ailes. Et ça va jouer entre sûrement Thuram et Giroud. Qu'est-ce que vous en pensez, toi, justement, Camille? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, personnellement, je mettrais quand même Giroud titulaire, car comme vous l'avez dit, les gars, Thuram n'est pas au mieux en ce moment en équipe de France, même s'il a fait des bonnes prestations avec l'Inter en championnat. C'est pas le même dispositif pour Ouais, Thuram. C'est vrai aussi, c'est pas le même dispositif. Mais pour moi, Giroud amène ce jeu hors ballon qui impacte beaucoup les défenses, qui crée justement des trous dans la défense qui permettent ainsi de trouver le numéro 9. Et pour moi, il sera utile vraiment dans ce rôle-là. Plus d'organiser les actions, et Thuram est vraiment ce rôle de finisseur, de pur neuf. Moi je mettrais Giroud titulaire. Plus à fixer justement les défenses qu'on a l'habitude de jouer. Mine de rien aussi, on peut peut-être en parler justement de Barcola, qui a une belle carte à jouer, même en sortie de banc, comme on a pu le voir contre le Luxembourg. Je pense que tu as un vrai dynamiteur. Qu'est-ce que toi justement, qu'est-ce que t'en penses, Tom? Franchement, Barcola, oui, il a des qualités qui sont impressionnantes. Et là, contre le Luxembourg, il a tout compris pour sa première sélection, à l'image de sa passe décisive sur Mbappé. On lui demande pas plus compliqué. Bon là, en l'occurrence, c'est lui qui récupère le ballon, c'est chose qui arrive quand même rarement. Mais il est allé provoquer, il est allé jouer de sa vitesse, il est rentré dans la surface. Puis il a pu, après, je pense avec des joueurs comme ça, c'est quand même facile de trouver un Mbappé dans la surface. Mais il a le mérite d'avoir fait cette passe décisive pour sa première sélection. Donc non, franchement, c'est encourageant. Puis moi, pour l'attaque, c'est vrai que Thuram, c'est pas qu'on a des incertitudes, parce qu'il sort quand même d'une belle saison avec l'Inter. Il nous l'a montré quand même sur des beaux matchs en Ligue des Champions cette année. Il met plus de 10 buts et plus de 10 passes décisives, je crois, en 35 matchs. Donc il est titulaire dans une belle équipe. C'est vrai que Melvin l'a dit aussi, il est associé avec Lautaro à l'Inter, donc c'est différent, où ici en France il va être plus entre guillemets esselé avec deux vrais ailiers, alors qu'ils sont plutôt complémentaires les deux devant à l'Inter. Donc à voir. Moi c'est vrai que dans cette équipe de France là, j'ai du mal à sortir Giroud de ce poste de numéro 9 qui a tant marqué, qui a tant prouvé, et qui même pour moi à 37 ou 38 ans, pour sa dernière compétition internationale, a toujours sa place dans ce trio offensif. 37 ans et 249 jours, il a d'ailleurs battu contre le Luxembourg. C'est le joueur le plus âgé qui a joué avec l'équipe de France. Il dépasse Steve Mandanda, donc c'est un autre chiffre sur cette rencontre qui était important à noter.
Et pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que Marcus Thuram, il apportera aussi plus en finisseur. Ouais. Je pense que Giroud pourrait jouer 1 heure sur les matchs, notamment en poule. Thuram rentrer en finisseur. Et je vais rebondir avec ça, Ulysse, je vais te lancer là-dessus. Mais pour moi, les remplaçants vont avoir un rôle essentiel dans cet Euro. Parce que quand on va faire rentrer des Kingsley Coman, des Colomani, des Thuram, des Barcola, je pense que ça va faire très mal aux équipes adverses. Ouais, bah ça, je pense que c'est la grosse force de notre équipe, c'est une grosse force de rotation. Même si on fait sortir un joueur, on en fait rentrer un autre. Il n'y a quasiment pas de baisse de niveau. On a des remplaçants top niveau européen quasiment partout. Donc franchement, ça va être hyper important, surtout pour le repos physique. Peut-être si on a un troisième match de poule un peu plus facile ou qu'on sait qu'on est déjà qualifié, ça pourrait être important de faire tourner avec toujours des bons joueurs sur le terrain, leur donner du rythme et les laisser dans la compétition, être sérieux. Le fameux match des coiffeurs. Ouais, c'est ça. Comme à Match chaque des fois, coiffeurs, c'est exactement. annoncé. Ouais, on en parlera en fin d'émission, mais ça s'annonce compliqué. Je suis pas sûr qu'on Ouais. puisse faire Ouais, tourner sur le je suis pas troisième sûr, match. ouais. Clairement, Ça, ouais. d'ailleurs, Surtout ça. que on va quand même dérouler quand même sur l'émission. Mm. Le plus gros chantier quand même, là c'est le point justement numéro 4 et c'est avec toi justement Tom qu'on va en voir. Le plus gros chantier clairement c'est la défense. Mm. Est-ce que Upamecano, Konaté sont indéboulonnables? On voit un début de saison compliqué, une fin de saison compliquée avec leurs clubs respectifs. Justement, toi, qu'est-ce que tu vois pour cet Euro? Moi, j'ai beaucoup de mal à me projeter parce que là, on partait. Moi, je me suis dit que la défense qui serait alignée contre le Luxembourg, c'était pour moi la défense que Deschamps allait aligner sur les matchs de l'Euro, du moins les poules. Du coup, là, on a vu Upamecano et Konaté. Donc, pour moi, je pense que Deschamps ne bougera pas une semaine de l'Euro. Et puis, sur les matchs précédents qu'on avait vus quelques mois avant contre l'Allemagne, contre le Chili, même s'il avait fait jouer Saliba sur un match, je vois mal Deschamps sortir Upamecano et Konaté. C'est dommage parce que pour moi, Saliba, il fait 38 matchs sur 38 en Première Ligue. Il est dans l'équipe il est associé à Van Dijk dans l'équipe des meilleurs joueurs en charnière centrale cette année. Pour moi, il peut pas faire mieux. Avec Arsenal, ils font une saison quasi parfaite. Bon, il tombe sur Manchester City, c'est comme ça. Mais pour moi, il fait une saison quasi parfaite. Donc je me dis que là, il a vraiment une chance à prendre. Et pourtant, Deschamps, j'ai pas l'impression qu'il a envie de changer. Pourtant, Konaté s'est fait sortir du 11 par Quensa, notamment en fin de saison. Sur les 4 derniers matchs, il est à chaque fois sur le banc. Il a eu quelques pépins physiques aussi. C'était pas énorme, mais il en a eu quand même, à l'image de aussi Upamecano, qui lui, c'était un peu plus en dents de scie, qui joue un match sur deux. Sur les matchs en demi-finale contre le Real, il est absent. Il joue pas sur la double confrontation, il est remplaçant. Donc maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'il y a aussi une volonté de Deschamps de vouloir redonner confiance à Upamecano, qui a quand même fait des bons matchs, a toujours été, entre guillemets, a toujours été costaud en équipe de France. Donc est-ce qu'il y a cette volonté de lui redonner confiance? Je ne sais pas, à voir. Donc on va voir comment ça se profile. Mais moi, j'avoue que personnellement, j'aurais bien aimé voir un Saliba. Et je pense que si Upamecano n'a pas ce pépin physique à la mi-temps, Saliba n'a pas une mi-temps à jouer. Donc c'est dommage pour moi. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'il a voulu quand même laisser du temps de jeu, justement. Toi, du temps de jeu et du rythme, justement, pour ces joueurs qui en ont manqué quand même ces derniers mois. Toi, pareil, du coup, Camille, un peu dans le même principe. Toujours dans le même registre avec justement ce William Saliba qu'on aimerait voir s'exprimer en équipe de France comme il s'exprime avec Arsenal. C'est vrai c'est dommage dans ces matchs, comme tu l'as souligné, contre le Chili où il ne monte pas son plein potentiel comme on le voit en club. Après, c'est vrai que Didier Deschamps, il aime bien justement la stabilité de sa défense. On voit que c'est une charnière qui a été très efficace l'année dernière en Coupe du Monde. La charnière Upamecano-Konaté a fait son travail. C'est vrai que cette année, comme tu as souligné, Upamecano est beaucoup plus en difficulté du côté du Bayern, ce qui remet forcément en cause sa place de titulaire indiscutable en défense que William Saliba pourrait prendre si jamais il se révèle. Donc il pourrait peut-être profiter du match contre le Canada pour justement, si des gens le fait rentrer, prouver qu'il mérite sa place pour l'Euro. Mais moi, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je reste comme Tom sur une charnière Upamecano-Konaté. C'est vrai qu'on a oublié quand même de parler de quelqu'un, de Benjamin Pavard, donc qui Oui, quand même. avec l'Inter quand même est toujours titulaire dans un système à 3 quand même, c'est différent. Sous Deschamps, justement, il a joué, il gagne la Coupe du Monde en tant que latéral droit. Justement, toi, c'est Ulysse, justement, qu'est-ce que tu voulais en dire sur Pavard? Moi, Pavard, on sait qu'il joue pas mal central en club, de temps en temps, ça peut lui arriver. Mais de là à prendre la place d'un Saliba ou d'un Upamecano ou encore d'un Konaté, franchement, je pense pas, sauf en remplaçant en fin de match. Ça pourrait arriver pour faire tourner, mais moi, je vois plus une charnière Konaté ou Upamecano, comme l'a dit Camille tout à l'heure. Deschamps aime bien la stabilité. Même si Upamecano, des fois, j'ai un peu de mal, il peut te faire un match énorme, être très très fort partout. En même temps, te sortir une passe en retrait qui fait une énorme bourde, qui conduit à un but. Donc Upamecano, on ne sait pas trop. Mais voilà, je pense que ça va quand même
rester sur Upamecano Konaté Ouais, c'est pour ça. Deschamps. Ouais. Mais Pavard en tant que latéral droit, c'est mort ou Non, c'est pas mort. Après, on sait qu'on a Koundé. Pour moi, c'est un peu le point faible de cette équipe de France. C'est un peu moins fort, De toute façon, c'est quand même, ça reste quand même d'un bon niveau. Mais je pense que Koundé est au-dessus. Après, ça se joue à pas grand-chose, les deux, franchement. Après, faut pas oublier que selon l'esprit de Deschamps, il y a bien 2 postes distincts en défense centrale. Ce fameux joueur qui peut jouer à gauche, qui peut jouer à droite. Pavard, on sait qu'il peut jouer uniquement à droite. Et le problème de Pavard, c'est que comme on parlait tout à l'heure avec Marcus Thuram à l'Inter, il joue dans le même club et il joue dans une défense à 3. Donc c'est vrai que c'est un poste un peu différent. En équipe de France, on sait que sur le papier, Deschamps est parti pour jouer à 4. Et pour le poste d'arrière central gauche, on a Konaté qui semble titulaire. Et pour moi, Saliba qui est derrière lui. Pour moi, c'est 2 duels qui s'installent dans la charnière centrale. Ce serait Konaté, Saliba sur le poste d'arrière central gauche. Et plutôt Upamecano et Pavard à droite. Bon, après, on sait qu'avec Deschamps... non, puis mine de rien, on sait qu'à la dernière Coupe du Monde, il y a eu un bisbille, Pavard qui s'était un peu. Qui a fini Ouais. carrément la compétition Ouais, sur le ouais. banc, qui était plus rentré parce qu'il il a fait de mauvaises performances, il s'était pas embrouillé avec Deschamps, mais voilà, il s'était un petit peu mal vu. Oui, tu voulais dire Camille, justement Ouais, c'est vrai que Pavard, on l'a vu sur les derniers matchs de préparation de l'équipe de France, il a mis notamment un super but contre l'Irlande, donc il garde quand même une place en équipe de France depuis sa Coupe du Monde 2018 réussie. C'est devenu un cadre maintenant. C'est ça, c'est devenu un cadre, Ouais. on va pas dire indiscutable, C'est mais ça. il fait des matchs quand même importants. Il a sauvé la France dans des situations compliquées. Donc il a quand même cette discussion au sein de ce poste de défenseur central droit, comme tu me disais, Melvin, très justement. Ça marche. Et donc on va continuer avec toi justement, Camille. Et là, tu vas nous parler un peu de la petite pépite du PSG. Donc c'est à 17 ans, je crois, Warren Zaïre-Emery, C'est ça. et qui va connaître donc ses premiers pas justement dans une grande compétition internationale. Ça, justement, il vient d'avoir 18 ans. C'est ça. Il est de 2006 en février, début d'année. Donc, il vient de souffler sa 18e bougie. Et c'est vrai que le Titi parisien est rentré en remplaçant de N'Golo Kanté à la 63e minute. Il a fait plutôt une bonne rentrée, j'ai trouvé, le Parisien, parce qu'on a vu directement sa complémentarité avec le monégasque Fofana, mais également sa très bonne relation avec Griezmann. Donc maintenant, Warren Zaïre-Emery va débuter sa première compétition internationale. Et c'est vrai qu'il aura des choses à prouver, parce que tout d'abord, montrer au monde entier que ce crack qu'il a construit au PSG, mais également à ses coéquipiers. Parce que c'est vrai que dans l'histoire de l'équipe de France, on n'a jamais vu une telle densité au milieu de terrain actuellement. On a Rabiot, on a Fofana, on a Kanté, on a Tchouaméni, on a Camavinga. C'est des gros joueurs, des gros noms européens qui pourraient être titulaires dans n'importe quelle équipe européenne. Donc c'est vrai que maintenant, Warren Zaïre-Emery, ça va être, pour moi, c'est le moment parfait parce qu'il fait une très bonne saison avec le PSG, je trouve une première très bonne partie de saison. On l'a vu très en forme avec des matchs notamment contre Dortmund et l'AC Milan. D'ailleurs, il avait marqué contre le club allemand. Et donc voilà, comme je le répète, c'est vraiment le moment de prouver qu'il peut être un cadre en équipe de France et également au monde entier. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter autour de la table. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur dans quel rôle tu le vois, Zaïre-Emery, en équipe de France. Plutôt en sentinelle, plutôt en relayeur. Dans quel rôle tu le vois dans cette équipe? Alors moi, je le verrais plus en relayeur. Warren Zaïre-Emery, le fait de se projeter en avant, la connexion avec les trois devant, je pense qu'il manque un peu de force physique pour lutter contre les attaquants. C'est vrai que je vois plus Kanté dans le poste sentinelle comme il a été face au Luxembourg. Et pour moi, Warren Zaïre-Emery est beaucoup plus mobile que Kanté, donc il pourra apporter plus de fluidité vers l'attaque. Non, puis dans la projection, il est quand même assez important, Ouais, très important. vers le jeu vers l'avant. C'est quand même au PSG, il a plus dans l'habitude de jouer comme ça avec Vitinha, justement. Mm. Je pense aussi que c'est une bonne idée. Eh bien, merci justement les gars sur ces différents points que vous voulez justement aborder. Donc maintenant, on va passer sur un peu la preview du match contre le Canada. Bon, ça reste un match préparatoire, hein. Le Canada qui a joué en plus de ça les Pays-Bas justement donc jeudi soir et qui a gagné 4-0. Et donc c'est avec toi Melvin, tu vas nous faire un petit peu une présentation donc de l'équipe coachée par le sélectionneur donc Jesse Marsch qui a repris l'équipe il y a très récemment. C'est ça, l'ancien de Leeds et de Leipzig notamment, qui est arrivé il y a au mois de mai, donc il n'y a pas très longtemps, qui a remplacé un entraîneur intérimaire depuis l'été dernier. Donc cette équipe du Canada qui s'est inclinée 4-0 face aux Pays-Bas hier. Donc en première mi-temps, elle a réussi à contenir cette équipe des Pays-Bas avec un 0-0 à la mi-temps. En deuxième période, elle a montré un peu plus de limites, notamment en défense, notamment sur le premier but de Depay qui coupe entre les deux défenseurs centraux.
On a vu qu'il y avait des faiblesses derrière. On peut parler des joueurs majeurs de cette équipe. On a notamment le Lillois qu'on connaît bien, nous ici en Ligue 1, Jonathan David, qui a un vrai rôle dans cette équipe, qui vient chercher les ballons et qui vient faire le jeu du Canada. Et puis à gauche, on a Alphonso Davies, qui a fait une saison assez moyenne avec le Bayern, mais qui est l'un des atouts aussi offensifs de cette équipe. Donc voilà, on va voir ce que ça vaut le Canada par rapport au Luxembourg. Je pense qu'on devrait avoir un peu plus d'adversité pour l'équipe de France. Et attention aussi aux transitions rapides, parce que le Canada, c'est un bloc qui va jouer plutôt bas, je pense. Et donc les transitions rapides devraient être l'arme fatale face à l'équipe de France. Ouais, clairement. Tu voulais rajouter quelque chose justement, Ouais, justement, Camille? pour moi, tu en parlais quand tu as introduit ton sujet. Pour moi, l'atout de ce Canada, c'est vraiment Alphonso Davies, le joueur bavarois qui va vraiment apporter un décalage côté gauche. Notamment, il va être en duel du coup avec Klose, s'il reste titulaire. Et donc, ça va être vraiment le point central de l'équipe parce que justement, c'est lui qui va amener toute la fluidité, permettre à Jonathan David de se projeter. C'est vraiment les deux maillons forts. Et pour moi, si Alphonso Davies est un grand match et que Jonathan David l'est aussi, ça peut peut-être venir inquiéter l'équipe de France, notamment dans sa surface de réparation. Ouais, ça met un peu plus déjà d'incertitude, même de défi par rapport à notre défense un peu fébrile. Justement, qu'est-ce qu'on attend de ce match? Toi, justement, Ulysse, qu'est-ce que tu attends de ce match en particulier? Bah, je pense que ça va être Deschamps qui va avoir un gros rôle parce que c'est le deuxième match de préparation. Il va y avoir beaucoup de rotation, je pense. Dernier match. Avec un 11 de départ. Ouais, dernier match de préparation avant l'Euro. Un 11 de départ bien différent par rapport à celui du Luxembourg. Peut-être du coup, sûrement même le retour de Dembélé titulaire qui sera plus malade, je pense. Peut-être un Camavinga au milieu. Peut-être un Saliba qui remplace Upamecano qui est sorti après une petite gêne musculaire à la mi-temps. Donc voilà, on ne sait pas trop, avec peut-être aussi un Pavard, Warren Zaïre-Emery. Je pense que ça va pas mal tourner. Et même pendant le match, il va y avoir pas mal de roulements. Donc ce sera à voir. Et puis même si c'est toujours une mise en jambe pour les Bleus, je pense qu'ils vont aborder ce match avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'envie. Donc à voir ce que ça va donner. Un match à voir justement donc dimanche au Matmut Atlantique de Bordeaux. Ça va leur faire bizarre de voir un match de haut niveau. Bordeaux qui est en Ligue 2, c'est pour ça que je dis ça. Ça, attention. c'est gratuit, ça. J'étais obligé de mettre une petite balle au Bordelais. Justement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Tom, de ce match? Est-ce que tu as vraiment des grosses attentes ou alors des petits réglages? Non, c'est Peut-être des Deschamps. attentes. C'est vrai qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre de la part de Deschamps. C'est ça. Est-ce que, comme Ulysse l'a dit, il va faire tourner ou alors on va vraiment avoir une équipe où on pourra vraiment se projeter pour l'Euro et se dire bon, bah là c'est clair et on va savoir quelle équipe il souhaite aligner. Après, c'est vrai que c'est toujours des matchs importants. Le dernier match avant l'Euro, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. C'est toujours important de prendre de la confiance au-delà du résultat et de obligatoirement gagner ce match, mais de trouver des repères, que ce soit offensif et défensif, de marquer des buts pour des attaquants. Là, c'est vraiment un match où si Marcus Thuram a sa chance, j'aimerais bien le voir s'illustrer devant. À une semaine de l'Euro, ça pourrait lui faire que du bien. Clairement. Puis c'est quand même le Canada une nation émergente. Donc très agréable de voir une nation de Nord-Amérique comme ça performer, puis qui eux aussi préparent justement la Copa América. Mais c'est ça, justement, je voulais insister sur ce côté-là, c'est que la France elle aura affaire à un adversaire qui prépare une grande compétition C'est ça. aussi, avec le Canada qui jouera la Copa América. Ils ont un match dès le 26, donc dans quelques semaines là, face à l'Argentine, le premier match de poule. Ils auront une grosse poule aussi avec le Pérou et le Chili. Donc le Canada aussi a un enjeu sur ce match et espère bien préparer ce match. Donc contrairement au Luxembourg qui lui n'avait rien à jouer, ils ont failli se qualifier à l'Euro mais ils ne l'ont pas fait. Là, la France devrait avoir un peu plus d'adversité avec un adversaire qui lui aussi est en préparation. Puis clairement, ils ont un vrai projet quand même, parce qu'avec la Coupe du Monde justement 2026, Canada, États-Unis, Mexique, Ouais. clairement, ils préparent leur avenir pour prochainement. Tu voulais justement rajouter quelque chose, toi, justement, Ouais, Camille? justement, dans ce que j'attendais des Français face aux Canadiens, c'est vraiment de voir tout simplement les joueurs qui n'ont pas leur chance, ceux qui sont remplaçants, s'illustrer. Tout à l'heure, je parlais de Warren Zaïre-Emery. On peut aussi également parler de Saliba, qui, si Didier Deschamps le préfère à Upamecano, pour moi, serait le moment idéal, parce qu'on serait à quelques jours du début de l'Euro. Et donc voilà, j'attends vraiment les joueurs émergents s'imposer et essayer de contester la place de titulaire au titulaire habituel. C'est vrai que mine de rien, on n'a pas parlé du poste de gardien, mais Maignan du coup a fait le dernier match. Il avait une petite blessure par-ci par-là, je crois que c'était au doigt. Ouais. Est-ce que ça va être lui qui va faire le prochain match? Ulysse, peut-être que tu as ton avis là-dessus? Bah, moi, sur ce point-là, je pense qu'il n'y aura pas de rotation Ouais. sur le poste de gardien. Non. Avec c'est Areola et Samba, donc je pense que même Maignan va jouer tout l'Euro et je vois pas pourquoi Deschamps ferait tourner sur ce match-là. Ouais, directement sur ce match-là, quoi.
Très bien. Et ben, nous allons justement passer sur les matchs des adversaires de poule. Donc la Pologne, on le rappelle, l'Autriche et les Pays-Bas. Donc le premier match, ça va être contre l'Autriche, donc le 15, Ouais. le lundi 15 juin, je crois, si je ne dis pas de bêtises. De son côté, donc les Pays-Bas, comme on l'a dit, avaient affronté donc le Canada le jeudi 6 juin et une victoire 4-0. Et donc là aussi, il va enchaîner donc lundi face à l'Islande, donc mine de rien un petit pays qui avait fait l'Euro 2016 si je me souviens Oui. bien et qui Ouais. n'avait pas réussi. Une belle épopée. Surprise, Très ouais. beau parcours. Ils n'ont pas réussi à se qualifier cette année, de souvenir, je ne crois pas. 2015. Non, ils sont pas là. Ils ont pas Huitième de finale contre la France. Un quart. Un quart de C'est ça. finale. un quart ouais. qui battent les Anglais C'est justement un sur huitième. les grandes touches là. C'était la surprise. C'était au Vélodrome Spécial. directement. Mm. Après, il y a peut-être un peu moins de talent vu que c'est quand même un petit pays en termes de football et en termes de nombre de licenciés. Ça avait fait justement C'était assez exceptionnel, l'événement hein, à ce comme moment-là derrière, de leur côté. Du côté de l'Autriche, donc eux qui ont quand même gagné contre les grands Serbes avec une défense quand même diminuée. Ils gagnent quand même 2-1 dans leur premier match amicaux, donc sur leur premier match amical, pardon. Oui, tu voulais justement. Ouais, préciser c'est pour avoir vu une partie du match face à la Serbie, c'est une équipe avec un vrai fond de jeu qui a Ça. une vraie volonté de repartir de derrière. Il y a vraiment c'est vraiment un vrai style de jeu imposé par l'entraîneur Ralf Rangnick. Oui. Et on a notamment des bonnes individualités avec Stabitzer, on a Baumgartner qui a marqué sur ce match. On a Wimmer qui est peu connu ici en France mais qui a fait une bonne saison du côté de Wolfsburg en Bundesliga. Donc j'ai hâte de voir cette équipe de l'Autriche à l'Euro qui pour moi pourrait créer la surprise. Et je pense d'ailleurs, puisqu'on est dans ce groupe de la France, que la France devrait se méfier de l'Autriche dès le premier match. Ouais. Parce que pour moi, les Autrichiens arrivent avec pas mal de certitude dans leur jeu. Et le groupe ne sera pas aussi facile que l'on le pense pour la France. Qui mine de rien quand même avec pas mal de blessures, avec comme Alaba qui s'est fait comme justement les croisés. Ils ont perdu leur gardien titulaire. Donc c'est vrai que c'est dommage pour eux de ne pas avoir un effectif complet de ce côté-là, quoi. Mais ils sont quand même sur 6 victoires d'affilée. Ouais, Voilà, en c'est plus. ça. C'est que Ralf Rangnick quand même c'est un très bon coach Ouais. justement, quoi. Surtout les Autrichiens, ils restent sur une demi-finale lors du dernier Euro. Mm. Donc c'est aussi l'équipe en forme qui justement peut créer la surprise dans le groupe de la France. Donc ils affronteront en plus de ça donc la Suisse samedi, donc une très belle opposition je pense Ouais. directement pour eux. Très musclé. Du côté de la Pologne, donc ils vont affronter donc le 7 l'Ukraine. Donc l'Ukraine quand même qui peut, on va en parler justement la semaine prochaine, mais qui peut quand même être une petite surprise avec des forts joueurs offensifs avec Dovbyk par exemple. Ouais. Ouais, une, Mais belle, but sur but à Gérone. une belle nation. Donc je pense un bon petit match qui peut venir là. Mm. Et en fin de préparation, ils vont jouer donc la Turquie aussi qui participe à cet Euro. Turquie qui peut être aussi très surprenante. Ça va être pareil, lundi 10, ils vont tous comme la France, ils auront justement presque une semaine de préparation. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter les gars. Peut-être un petit pronostic sur ce groupe. Ah oui, allez. Le pronostic, je sais qu'on va faire la semaine prochaine directement, mais on peut le faire de peut se tête, mouiller. on peut se mouiller directement. Je commence peut avec se qui? Je mouiller. commence avec Tom Elvin. Allez, allons-y. Honnêtement, je vous le dis sincèrement, aujourd'hui, j'ai peur pour la France parce que j'ai vu le match d'hier des Pays-Bas qui a gagné 4-0 contre Le Canada. le Canada, c'est ça, contre le Canada, futur adversaire de l'équipe de France. Et pour moi, Autriche-Pays-Bas, ça va vraiment se jouer avec la France. Donc pour les 3 premières places, pour moi, la Pologne est vraiment en dessous dans ce groupe. Mais j'ai très peur. Donc si je devais donner des places, je mettrais l'Autriche ou les Pays-Bas en première place et la France qui passe en deuxième. On peut peut-être rappeler aussi que le meilleur troisième est qualifié. Les 4 meilleurs troisièmes sont. Mais honnêtement, allez, je vais dire Tu vois pas Pays-Bas en 1, France en 2, Autriche en 3, mais l'Autriche en 3, c'est vraiment, pour moi, c'est petit et il pourrait faire beaucoup mieux. Ouais, avec en déception la Pologne, c'est vrai que c'est pas la Pologne qu'il faut le plus, quoi. Pareil, ils disent de ton côté. Ouais, moi je suis un peu plus confiant que Melvin quand même. 101 la France. Ouais, la France en 1 quand même, je pense. Parce que les Pays-Bas, dans les amicaux, les autres matchs, etc., ça nous a jamais trop posé de soucis. Donc en vrai, Ouais, c'est vrai. je pense que ce Ouais. sera France, Pays-Bas, Autriche, comme Melvin, la surprise, on sait pas. Les Pays-Bas qui Voilà. étaient dans notre groupe de qualification justement pour ces euros. Ouais, On a c'est ça. battu 2 fois, donc Deux un fois, gros score au Stade de France C'est directement. pour ça que je suis pas trop inquiet à ce niveau-là. C'est pour ça. Toi, de ton côté, justement, Camille, Moi, confiant aussi Alors, je suis confiant pour la France, mais je pense que les Pays-Bas peuvent être un adversaire plus coriace qu'on ne le pense, parce qu'ils ont cette fâcheuse tendance à se révéler pendant les compétitions internationales. On l'a vu notamment avec la dernière Coupe du Monde où les Pays-Bas sont tombés vaillamment en quart de finale face aux Argentins, remontant de 2 buts dans les dernières minutes. Donc pour moi, c'est vraiment une belle équipe avec des beaux atouts offensifs. Donc leur victoire 4-0 atteste de cela. Et pour moi, les Pays-Bas peuvent créer la surprise. Donc je mettrai France en premier, Pays-Bas en deuxième, Autriche en troisième, peut-être meilleur troisième qui pourrait se qualifier pour les huitièmes de finale, et la Pologne en quatrième qui, comme l'ont dit les gars, ont pour moi une classe d'écart.
Pareil pour toi, Tom, la Pologne Ouais. va être la Moi, je déception reste un peu de sur cet Euro. le classement d'Ulysse et de Ouais, c'est Camille. ça. Pour moi, la France va pas faire de faux pas. Je vois pas comment la France peut faire. Même, faut pas sous-estimer bien sûr les Pays-Bas et l'Autriche, mais compte tenu de la qualité de l'effectif et des qualités intrinsèques de chaque joueur de l'équipe de France, je vois pas comment cette équipe-là peut faire un faux pas. Donc France en 1, Pays-Bas en 2, Autriche en 3 et Pologne en 4. Eh bien, Robert Lewandowski va devoir nous faire changer Ouais. d'avis, hein, parce que C'est ça. Il c'est vrai que a enfilé les pions. voilà, c'est le ça. Polonais. Clairement, on n'a pas confiance justement en cette nation. De toute façon, vous verrez justement donc la semaine prochaine notre preview sur cet Euro 2024, c'est mieux. Il n'y a pas eu de Covid qui est passé par là cette fois, heureusement. Et donc vous verrez la semaine prochaine donc dans notre prochaine émission justement cette preview sur l'Euro 2024. Et donc on se retrouve la prochaine fois. Je vous remercie les gars pour cette émission et Pas de vos avis problème. Merci à toi, Tanguy. très Merci avisés. beaucoup. Mm. Et puis bah, à une prochaine.